Nouvelle semaine, un nouveau rendez-vous. Mesdames, bonsoir. Messieurs, bonsoir. Amis télésportifs et amis télésportives. Partout où vous êtes ce soir et vous nous recevez, soyez tous les bienvenus comme tous les lundis lorsqu'il sonne 20h30. Le temps s'arrête dans les studios de la télévision deuxième pour se déplacer donc au sport. Nous parlons sport dans toute sa diversité, mais ce soir encore, on portera nos regards spécialement sur le sport roi, puisque c'est ce sport-là, bien évidemment, qui, en tout cas, est en train de faire parler beaucoup actuellement. Après, donc, disons, la trêve, au cours donc, de la trêve du côté du Togo, les regards sont tournés donc, de l'autre côté du Cameroun pour vivre cette fête africaine du football, la CAN. Nous en parlons donc depuis les semaines dernières dans cette émission, la 33e édition. Le coup d'envoi a été donné depuis samedi, donc entre le Cameroun et le Burkina Faso. En tout cas, ça a été une rencontre très alléchante que l'on a vécue. Quelles leçons tirer donc du football africain aujourd'hui par rapport donc à notre championnat? Que devons-nous attendre dans les jours à venir? Sachons-le déjà que la sélection à prime donc est également en activité pour des compétitions à venir. Les dames qu'on rassemble par là également pour d'autres compétitions. Tout ça, c'est pour dire que le sport roi est toujours en activité. Nous essaierons donc de décrypter tout ceci dans cette nouvelle aventure. Voilà donc le menu avec notre seul invité Francis Melovo. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Roger, bonsoir les fidèles auditrices et les fidèles auditeurs de la TV2. C'est ça? Les téléspectateurs et téléspectatrices de la TV2. De la TV2, voilà. Je voudrais, avec toute action de grâce et de reconnaissance, rendre gloire à Dieu. Parce que nous avons la vie, nous avons le souffle de vie. Il faut remercier le Seigneur pour cela, pour toi-même ta vie. Je voudrais saluer le centre Swallows, la maman qui est là-bas, tonton Guy qui a préparé ce centre-là. Nous aurons peut-être l'occasion de les découvrir un jour. Toutes les catégories, vous savez que c'est de ce centre qu'est sorti Yenoussi Guillaume, Daniel Atisso qui est actuellement au Racing Club d'Abidjan. Et pourquoi pas voir un match joué entre le Swallows, le Centre Swallows et la TV2. On va voir Roger à l'attaque, Brahima sur le flanc gauche, sur le flanc droit. Et peut-être même la directrice, la PDG ou la PC, peut-être dans les buts. Voilà la défense centrale. Et on verra très bien. Et je dis simplement qu'il faut honorer la mémoire de tous ceux qui sont tombés. Au Kabida, c'était le samedi dernier, 12 ans, jour pour jour que le sieur, le coach Amélété et Stan Oklo sont tombés, ils sont partis définitivement. Et c'est des confrères journalistes. Et je dis paix à leurs âmes. Et avec votre permission, Radio Taxi FM a fêté ses 7 ans, hier dimanche. Je dis gloire à Dieu pour la vie de tous les journalistes, l'événement malheureux que Taxi FM a eu à vivre. La TV2 était là. Oui, vous étiez là. C'est l'occasion pour moi de vous remercier pour cette confraternité qui a existé et saluer Ezo Blezo qui vous suit. Et il vous félicite beaucoup. Il dit que vous étiez où entre-temps? J'ai dit à le Seigneur, la voix du Seigneur n'est pas notre voix. Et je voudrais saluer le général Yark pour la sécurité et la paix dans ce pays, le chef de l'État, le chef des armées et la ministre de la Défense pour tout ce qu'ils font. Et je n'oublie pas de saluer la PC de cette radio, Madame Eudoxie. Oui, puisque vous l'avez cité, permettez donc, merci infiniment pour les salutations. En tout cas, on dit souvent que celui qui arrose est aussi arrosé. Amen. Et donc, nous prions que l'Éternel vous garde également et qu'il vous accorde pleine santé afin que nous puissions vous retrouver à tout instant que nous aurons besoin de vous dans ce studio donc pour analyser, décrypter, commenter les activités sportives, que vous puissiez véritablement répondre donc à ces invitations, puisque vous l'avez mentionné en passant, notre présidente, Madame Eudoxie Théophane, à qui nous présentons
présentons dans cette émission toutes nos condoléances puisque c'est ce lundi matin même qu'elle a perdu sa maman chérie, notre maman chérie, celle que nous avons tous connue. Et elle nous a beaucoup adulé, elle nous a beaucoup conseillé. Elle vient donc de traverser la rivière. Nous ne pouvons qu'avoir une pensée pieuse à son endroit et nous prions le bon Dieu de l'accueillir dans sa demeure. C'est triste pour moi parce que je me rappelle qu'à la naissance du deuxième garçon de Doxy, on parlait, dit que c'est sa maman qui s'en occupe, c'est elle qui fait tout pour elle, et qu'elle quitte aujourd'hui. Je dis paix à son âme d'abord et merci pour les mots si aimables que vous avez prononcés. D'abord, la prière de bénédiction à mon endroit, c'est une prière pastorale, j'espère. Et je la reçois. Et je dis que de là où elle est, que Dieu ait son âme. Merci beaucoup. Ce n'était qu'une parenthèse, mesdames et messieurs. Merci et permettez donc que nous puissions aller plein pied donc dans notre débat de ce soir. Toutes mes excuses, je l'ai glissé peut-être en début de mon introduction en parlant de l'ouverture de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. C'était bien hier, dimanche, ce n'était pas samedi, c'est bien hier, dimanche, que le coup d'envoi a été donné entre le pays hôte, le Cameroun, qui affrontait le Burkina Faso. Score à l'arrivée, 2 pour les Camerounais, 1 pour le Burkina Faso. Les 2 buts du Cameroun ont été marqués sur penalty. Oui. Comme il fallait s'y attendre, beaucoup donnaient le Cameroun favori face au Burkina Faso. Malheureusement que coronavirus aussi est passé par là. D'abord, je voudrais féliciter l'organisation de l'événement. Parce que déjà à 14h30, le stade a vibré, les choses ont tremblé. C'était comme si Agaza se réveillait. Voilà. Et vous faites trembler Bossime, l'Afrique. Vous faites trembler l'Afrique. Je dis que avec cette canne, Agaza va se réveiller, Agaza va se retrouver en première division. Ça, c'est mon équipe. Voilà. Parce que c'était l'équipe du feu général et Yadema, il faut le dire. Donc je disais que hier, c'était un grand jour. J'ai apprécié la détermination de Samuel Eto'o dans cette affaire. Vous savez, quand quelqu'un pratique quelque chose, a été à un haut niveau, je dis que lorsqu'on met cette personne à l'œuvre, elle réussit pleinement. Et c'est ce que nous avons vu. Un Samuel Eto'o qui était au four au moulin, qui a tout fait pour que les choses se passent dans la règle de l'art. C'est à tirer chapeau. D'abord, arrivé, l'équipe nationale n'avait pas de bus. C'est lui qui leur a offert un bus flambant neuf, digne de ce nom. Et je dis chapeau à lui. Beaucoup peuvent le suivre. On l'a écouté quelque part où il disait aux joueurs, si vous avez un petit problème, appelez-moi à tout instant. Je suis prêt à régler tout pour que vous puissiez revenir avec le trophée. Voilà, ça me donne la chair de poule. Lorsqu'on vous met, les joueurs, d'abord leur hôtel n'était pas dans de très bonnes conditions. En un si peu de temps, le monsieur a tout refait. La salle, le réfectoire, tout. Les couloirs, il devait passer. Il a demandé... Mais je voudrais le féliciter aussi parce qu'il avait mis en jeu 30 millions pour le premier but qui devait être marqué. Beaucoup ont cru que c'était le Cameroun, mais c'était le jeune Burkinabé, Gustavo, qui a marqué ce but. Je dis que ce jeune est d'une équipe d'honneur de la France. Il n'est pas en deuxième division, il n'est pas non plus en première division. Ça m'a rappelé les Alexis Romao lorsqu'ils arrivaient au Togo. Ça m'a rappelé Ludovic Asemoa-San, mon neveu, qui arrivait au Togo. À l'époque, personne ne vendait cher la peau du Togo. Je me rappelle de ce match, la Coupe du Monde. Salifou Mustafa, qui a été approché par Thierry Henry pour lui demander il est dans quelle équipe. Il lui a seulement dit qu'il est dans le championnat togolais. Mais beaucoup n'en revenaient pas. Donc, ça a été comme cela. Le Togolais, quand on met un peu de moyens à sa disposition, c'est qu'il rayonne. J'ai vu une image de l'équipe nationale du Togo qui allait au Cameroun en 1972.
J'ai vu une image du défilé où on a mis le Togo sur une pancarte dessinée avec le drapeau togolais. J'ai eu la chair aux poules. Et je voudrais aujourd'hui, en cet instant solennel, saluer le ministre Freitas. Parce que, ouais, voilà l'homme par qui j'ai vu l'image. Il est toujours là. Peut-être les gens peuvent croire qu'il est en âge avancé, mais il est solide. À son âge, je vous dis, si Dieu peut nous accorder aussi cet âge, on fera beaucoup. Donc pour en venir à cette CAN, quand le Burkina, avec tout ce qu'il y a eu de Tony Truant, le test Covid, qui a fait que le défenseur patenté, le patron de la défense, a été atteint de Covid, n'était pas là. Qu'on dise qu'on doit faire un test de Covid à 24 heures, à moins de 24 heures, alors que c'était son 12 heures. Ça veut dire que déjà il y a un problème. Il y a un grave incident, même diplomatique, qui pouvait se passer. Moi, je disais sur un plateau à quelqu'un que si j'étais peut-être à la place du gouvernement burkinabé, j'allais demander au Burkina Faso simplement de prier et de partir, parce que là, on voit qu'on veut favoriser certains. Là, vous serez sanctionné, là. Je m'en fous, éperdument. Vous assumez. J'assume. Non, il faut assumer. Ouais. C'est comme lorsqu'on était à la CAN, au Cabinda, où on a été atteint, qu'on nous dise de continuer. Le premier ministre de l'époque, Gilbert Fossou-Humbo, a pris la décision en accord avec le chef de l'État. On a quitté la CAN. Et à l'époque, c'était Issa Yatou qui nous a fait du mal. Dans cette affaire, on a vu tout ce qu'on a, on a été sanctionné. On a assumé. On a assumé. Donc c'était la triche qui se pointait à l'horizon. Et j'ai apprécié le capitaine qui se trouve immédiatement être entraîneur adjoint de l'équipe, puisque l'entraîneur principal est atteint de Covid. Mais je crois que si l'entraîneur était sur le banc, ça aurait donné autre chose. Si les joueurs, les 4 joueurs atteints de Covid étaient là, puisque c'est les joueurs titulaires, il fallait remplacer immédiatement. Je vous dis, à moins de 24 heures d'un match, je dis chapeau au Burkina, parce que ça, c'est l'Afrique de l'Ouest qui parle. Je n'ai pas soutenu le Cameroun. J'ai soutenu le Burkina. Même si le Burkina était... Vous avez vu 2 pénaltys qui ont été refusés. Vous avez vu le capitaine bousculé, taclé dans la surface de réparation. L'arbitre ne l'a pas accordé. Je félicite l'arbitre. C'est son jeu, il a fait son jeu. Non. Et il y avait un ballon qui tapait le bras, l'avant-bras, disons, du joueur camerounais. L'arbitre n'a pas sifflé. Ça a été réclamé. Le caméraman a repris par 3 fois de suite. Mais ça n'a rien dit à l'arbitre. Les Burkinabés ont réclamé la VAR. Ça n'a rien dit. Peut-être qu'ils vont porter plainte déposée à la fin. Je ne sais pas. Et Bertrand Traoré l'a dit à la fin en interview que c'était pas bon. Simplement parce qu'il y avait un président qu'il fallait jouer ça pour un président pour le satisfaire. Et quelqu'un m'a envoyé un posting de la VAR qui montrait, comme Brahima est à la manette, qui montrait dans son écran le président camerounais assis et disait à l'arbitre: attention petit, c'est moi, hein. Je suis là. Bon, c'est une façon de faire rire. Donc tout cela réuni, je dis que c'était des ingrédients. Donc le Camerounais partait avec l'avantage du sifflet. L'avantage du sifflet, non, c'était avec l'équipe organisatrice. Ça ne peut qu'arriver ainsi. Parce que figurez-vous qu'on gagne l'équipe organisatrice, vous savez mentalement et psychologiquement ce que ça allait donner. Les ristournes au niveau des hôtels, l'ambiance dans le pays. Il faut oublier également que pour les matchs du Cameroun, on a autorisé le stade à remplir à 80%. Voilà. À 80%. Alors qu'ailleurs, ce n'est pas le cas. Donc, très sincèrement, non, c'est un lobbying, c'est une affaire de marketing qui est là, une affaire commerciale qui est là. Et il fallait passer par tous les moyens pour permettre à ce que la CAF puisse gagner, à ce que le Cameroun puisse gagner également. Donc, personne ne vendait cher la peau des Burkinabés. Oui, au pays des hommes intègres, ils sont toujours intègres. Ils ont joué, ils ont montré ce dont ils sont capables.
malgré les cartons qu'on distribuait dès la première minute du jeu. Je dis félicitations et chapeau au Burkina Faso. Ils ont fait l'honneur de l'Afrique de l'Ouest. Et je dis que le Cameroun a battu, même Aboubakar l'a reconnu à la fin du match, que le Cameroun n'a pas donné suffisamment comme il se doit, que le jeu d'ensemble n'a pas été pratiqué. Mais vous avez vu le Burkina Faso au four et au moulin. Face à cette situation où ils étaient déjà démoralisés psychologiquement, qu'ils aient pu tenir, je dis chapeau à eux, ils ont fait la fierté de l'Afrique. Le Cameroun a gagné, mais l'honneur revenait au Burkina. Preuve en est, les 30 millions que Samuel Eto'o a mis sur le tapis, c'est le Burkina Faso qui l'a, puisque le premier but a été marqué par un Burkinabé. Automatiquement, Dardassa revenait au Burkina Faso et je dis que Dieu est avec nous. Voilà comment est-ce que le match a commencé. On va quand même analyser dans l'ensemble un peu. On a déjà vu pas mal de nations faire la sortie, la première sortie. On a vu le Maroc ce soir. C'est ça. On a vu le Sénégal. On a vu le Ghana. C'est vrai, on n'a pas encore vu l'Algérie. Oui. Non, même avant tout cela, il y a eu l'Éthiopie qui a joué comme le Cap-Vert. Et l'Éthiopie a écopé d'un carton rouge. Disons, avant même le quart d'heure de jeu, 14e, 11e ou 14e minute. À la 14e minute. Il a fallu la VAR pour pouvoir revenir à l'action et annuler le carton jaune. Oui, accorder maintenant le carton rouge. Oui, mais c'est dit que quelle est la... Enfin, automatiquement, il fallait laisser la VAR siffler le match. Parce que moi, je me suis dit... C'est une assistance. Non, assistance qui a tant duré. Mais c'est dit que ça sert à quoi nos arbitres? Mais vous avez vu, hier, même pour le Cameroun, vous avez vu comment est-ce que les actions se sont passées. Et aujourd'hui, je tiens à féliciter l'Éthiopie. Non. Le Cap-Vert est en Afrique de l'Ouest, mais je tiens à féliciter l'Éthiopie. Ils ont monté. Vous avez vu leur jeu. Ils ont joué. Pratiquement, on ne dirait pas qu'ils étaient à 10. Je dis hier, j'ai félicité Claude Leroy. Oui, il était sur le plateau pour ses analyses. Il dit qu'il va revisionner ce match-là. Avant le match, il a donné des directives par rapport au jeu des Éthiopiens. Ils sont des locaux. Oui. Ils jouent ensemble. Et ils se connaissent avec une pratique de jeu tout à fait autre. Même en milieu difficile, ils sortent toujours leur jeu. Et je voudrais dire que même réduit à 10, ça n'a pas atteint leur psychologie. Même si sur le banc, celui qui a écopé du carton rouge a tenu la tête, la main au menton durant tout le jeu. Il était triste. Il était écœuré. Mais moi, je tenais à les féliciter parce que même réduit à 10, contre une équipe du Cap-Vert, ils ont tenu. Et souvenez-vous que l'Éthiopie faisait partie de ces 4 pays qui ont créé la CAF en 1956. Donc, par rapport à tout ceci, je dis que le dimanche, hier, moi, j'étais rempli, certes, que j'ai vu des jeux, des sifflets, j'ai fait mes analyses personnelles. Si la VAR va traîner ainsi pour pouvoir accorder une faute ou un penalty, quelle est la portée même des arbitres dans le jeu? Est-ce que la VAR, c'est vidéo d'assistance? Mais si ça prend trop de temps. La VAR, mais justement, il faut analyser tous les contours, il faut analyser tous les détails. Nous avons vu justement ce but où c'était sur hors-jeu. Oui. Il fallait voir si réellement le braille, qu'on sort tout ça là, à des détails près. Avant de l'accorder. Mais il y a certes cela, mais voyez nos arbitres par le passé. Lorsqu'il n'y avait pas la vidéo assistée, mais c'est à ce moment on parlait de la main de Dieu. Non, même si on parlait de la main de Dieu, nos arbitres avaient une façon de réfléchir autrement. Je discutais, j'ai eu la chance hier d'être en discussion en phase avec un arbitre international, très reconnu, patenté,
que j'ai interrogé, il n'a fait que sourire tout le temps. Puisqu'après le match, on s'est retrouvé pour discuter un peu. Il a souri beaucoup. Il m'a dit que vraiment, qu'en leur temps, ils n'ont pas eu ça, mais que lui, il déciderait autrement. Il déciderait autrement. Parce que là, le réflexe, avec la vidéo assistance aujourd'hui, les gens ne réfléchissent plus. La réflexion n'est plus. Voilà, la réactivité. Voilà, elle n'est plus là. On attend peut-être que la vidéo. Oui, et là, l'assistant aussi va vous appeler en temps parce qu'il y a l'oreillette. Tout cela réuni, eux, ils n'en disposaient pas. Mais ils ont eu le sifflet, je dis oui. Parce que votre nom a retenti beaucoup sur le chéquier international. Donc, par rapport à tout ceci, je dis que, certes, que la vidéo joue un rôle, mais ce n'est pas donné un grand quota à la vidéo pour dire que ça fausse le jeu. Puisqu'avant tout, c'est un jeu, il y a le fair play et les choses devaient se passer de façon naturelle. On a vu en Europe la vidéo assistant jouer son rôle, mais ça n'a pas pris trop de temps. Non, je me pose des questions. Est-ce qu'on était en train de voir comment s'il fallait faire pour permettre à ce que, bon, je me suis posé beaucoup de questions. Ça m'est venu jusqu'aujourd'hui. Je n'ai pas trouvé de suite. D'accord. Voilà. Donc, il faut peut-être attendre la sortie de toutes les nations avant donc peut-être de pronostiquer sur ces nations qui partent favoris. Non. Vous avez déjà vos favoris? Oui, moi j'ai mes favoris. Certes que le Sénégal a fait, mais moi je place le Sénégal en première position. Après le Sénégal vient l'Algérie. Bon, on peut me parler de 3 outsiders que je trouve. Il y a le Cameroun, il y a le Maroc, il y a le Ghana, il y a la Côte d'Ivoire. C'est les 5 que moi je suis en train de voir. Mais le plus percutant de tout ceci, je vois le Sénégal en première position. Oui. Malgré le jeu qu'ils ont produit aujourd'hui, mais il fallait voir le soleil, la chaleur à 13 heures. 13 heures, c'était pas évident. Je ne sais pas sur quelle je voudrais voir quel temps il faisait, mais quand on donnait la température déjà, hier même quand on jouait sur 29 degrés, tout ça là, je dis que c'était déjà chaud. Pour programmer des matchs sur aujourd'hui à Yaoundé, à 13h, je dis non, que ce n'était pas partant, ce n'était pas bon quand même. Il faut voir, vous savez, l'organisme aussi, hein, il faut voir, parce que vous voyez dans la majorité des équipes aujourd'hui, des gens plus de 30 ans, des gens, la moyenne d'âge, disons 29 ans, 28 ans, mais ce n'est plus des jeunes comme par le passé. Aujourd'hui, l'expérience a montré après Roger Mila, sa participation à la Coupe du Monde, à plus de 40 ans, et récemment le gardien égyptien également, qui l'a montré. Je dis qu'il faut essayer que nous puissions sauvegarder l'essentiel que nous avons. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Au moins si on ramenait ça peut-être vers 14 heures, GMT, ça ferait, disons, je ne sais pas si c'est 15 heures au Cameroun, c'était acceptable. C'était encore acceptable. Mais à 13 heures, 14 heures, heure camerounaise, vraiment je dis que les gens ont souffert. Mais aujourd'hui, quand vous voyez... on va programmer les autres nations aussi comme ça. Hein, non, c'est comme ça. Vous allez jouer à 13 heures, vous allez jouer à 16 heures. Non, il y a ça également. Chacun va passer. C'est tout. Mais je me pose la question. Puisque le prochain match du Cameroun, c'est toujours, je crois, le 16h. Mais ça veut dire que le Cameroun n'aura pas joué. Il n'aura pas joué. Peut-être le Cameroun aura joué finalement à 13h ou à 19h. Donc, je me pose des questions. Déjà, si leur second match est fixé sur 16h, comme hier, je me pose des questions. Est-ce qu'on est en train de favoriser certains par rapport, vous savez, tout cela réuni me dit que les gens ne sont pas mis au même pied d'égalité. On n'est pas partant sur les mêmes choses. On va donc, très vite, de façon succincte, on peut dire que le match d'aujourd'hui, déjà ça donne de la Guinée qui a gagné le Malawi.
Donc, je crois par 1-0. 1-0. Voilà, 1-0. Oui. Les Malawites ont dérangé vraiment les Guinéens. Ouais. Je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis même posé, je suis arrivé à beaucoup de choses. Gerhard Rohr, le germano-français qui était au Nigeria, a été renvoyé, chassé. Et Didier Sis, qui était le français qui était en Guinée, a été chassé. Je me suis posé beaucoup de questions. Ça rentrait carrément dans un côté politique. Si c'était Eric Tanadé qui était là maintenant, j'aurais su savoir comment répondre à cette hypothèse que je me pose. Donc je crois que les choses sont très bien lancées. Puis bon, on va accepter tout ce qui va arriver. L'arbitre est le seul maître du jeu. Et je crois que les choses se dérouleront. Et il faut féliciter Madame Adabla, qui est assesseur à la CAN. Voilà, donc le Togo a brillé de par donc son absence. Aussi bien l'équipe nationale, aussi bien que les arbitres. On n'y est pas donc pour participer à cette fête, mais nous espérons que non, vous savez, le lobbying pour les arbitres participer à cette fête, c'est généralement les journalistes. C'est les journalistes. Les journalistes font beaucoup le lobbying. Et puis maintenant, même il y a la performance des arbitres. Ils font ce qu'ils peuvent. Regardez la fois dernière par rapport à l'incident à Sokoré. Est-ce que vous savez qu'elle a fait sanctionner les arbitres? D'abord, le lendemain, même aussitôt, ça a chauffé dans son bureau. La sanction n'a pas les gens, non, vous savez, il y a des sanctions qui ne passent pas comme ça. Ça va arriver dans les jours à venir. On parlera de ça. J'aimerais bien qu'on ferme donc la page de la CAN. On y reviendra puisque les matchs vont se poursuivre dès demain. Et c'est pour un mois jusqu'à la finale le 6 février. On aura beaucoup à débattre, à discuter donc de cette compétition avec les entraîneurs africains qui semblent rafler une bonne partie donc de la marge, de la marge. Donc on va parler de tout cela, ce qui peut-être fera la renommée des entraîneurs africains aujourd'hui. On en parlera dans nos prochaines émissions. Permettez donc que nous puissions clore cette page de la CAN pour revenir au pays, puisque là, eux aussi, ils ont démarré des préparatifs, ils ont démarré des séances d'entraînement pour une compétition qui va arriver cette année. Nous parlons bien du CHAN et ce sont les éperviers locaux qui étaient en séance d'entraînement. Ils auront un match probablement mercredi avant donc peut-être de revenir après pour d'autres préparatifs pour le CHAN. Oui, non, c'est à saluer. Vous savez, quelqu'un me disait que les choses tendent à se normaliser. J'ai dit non, il faut apprécier le commerce. Le président Akbovi, qui est actuellement à Douala, et puis depuis samedi, il est arrivé. Vous savez que pour donner un quitus à l'organisation des matchs, l'acceptation des stades, c'était lui. Sur le plan sécuritaire, les hôtels, c'était lui qui avait été coopté par 2 fois. Il est parti faire une expertise et a donné son OK. Donc, les gens ne savent pas que ce monsieur travaille. Par rapport à ce regroupement des locaux, ils ont joué un grand rôle. J'apprends même dans les choses que normalement on devait avoir un match contre le Maroc, quelque chose comme ça. Bon, je ne sais pas si ça tient ou ça ne tient pas. Mais, puisque vous savez, les relations entre le Togo, la fédération togolaise et la fédération marocaine, elle est toujours au beau fixe. Si ça tient, ça vaut le coup. Ça nous prépare réellement davantage. Même moi, j'aurais aimé qu'après l'avoir joué ici, que ces jeunes aussi puissent être transportés au Maroc pour aller jouer dans ces conditions-là, pour voir ce que ça allait donner. Au-delà de cela, c'est un bon regroupement qui est fait. Ça permet de tester les gens. Mais, quel est le choix qui a été opéré? Quand vous prenez la défense, les goals, les gardiens de but, on vous dit qu'il y a 2 qui viennent d'un même club. Alors que le championnat a été organisé sur 7 journées. 2 qui viennent d'un même club. On m'a dit de façon alternative, ils ont gardé les buts. Ça veut dire que quelqu'un a gardé 4 fois, l'autre a gardé 3 fois. Si tel est le cas, quelqu'un, un goal qui a existé, qui a gardé 7 journées, était-il plus performant que quelqu'un qui a gardé 3 ou 4 fois? C'est clair que celui qui a gardé 7 fois doit a eu plus de temps de jeu que celui qui a gardé l'autre 4 fois, l'autre 3 fois. On me dit, je me pose une seule question. Lorsque Paolo Duarte fait ses choix,
il vient se soumettre à une conférence, à cet exercice de conférence de presse face aux journalistes pour défendre la liste qui a été faite. Mais depuis, je ne vois pas que ce soit au niveau du féminin, des femmes, aucune conférence de presse n'est organisée pour que le coach, parce qu'il se dit beaucoup de choses dans les couloirs. Voilà. La dernière fois, nous étions sur le terrain d'Agoua ici où le public tempêtait. On n'a même pas considéré le match qui se jouait sur le terrain. Mais les discussions, le débat était tellement houleux sur la liste. Le choix des joueurs. Jonas Kokou comme là. Par rapport donc à ces locaux qui ont été appelés. Parce que justement, il y avait l'OTR qui jouait contre... c'était quelle équipe l'OTR a joué avec la dernière fois au stade d'Agoua. Oui, et l'OTR a été battu. L'OTR a été battu. Et donc, le jeune Akoro Bilali semblait ne pas trop jouer parce qu'il se conservait pour justement le préparatif du CHAN. Voilà. Donc, c'est là où le débat est né entre les supporters. Et ça tempêtait énormément parce qu'on a privilégié les joueurs d'une équipe, d'un seul club au détriment de toutes ces équipes. Ce n'est pas normal. Vous savez, l'équipe nationale, c'est tout le territoire togolais. De Senkassé à Lomé. De Senkassé à Lomé. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ça doit parcourir toutes les équipes qui jouent tant le championnat de première division que le championnat de deuxième division. Jusque-là, le championnat de troisième division n'a pas été encore lancé. Entente 2. Voilà. Dito jouait. OTR jouait contre l'Entente 2 et l'Entente 2 a gagné par 1-0. Donc, ceci dit, il fallait voir à tous les niveaux quels sont. Même moi, je dis que si par rapport à ce regroupement, on arrivait même à choisir 5 gargoles, ça aurait donné l'occasion à chacun de se valoriser, de se voir que, je tiens. Mais lorsque déjà on se cantonne à 2 gardiens d'une même équipe, ça semble dire que M. Jonas est passé par là. Peut-être que... Et là, il favorise l'équipe de l'ASK. On a considéré peut-être les joueurs qui sont venus à l'équipe, à la sélection senior. Oui. Senior, ceux qui ont peut-être joué le haut niveau avec Paulo Duarte. Oui. Peut-être qu'ils partent favoris sur... Bon, non, c'est ça. Vous voyez que même lorsque... Ce qui allait départager les choses, c'était la conférence de presse. Ou face aux journalistes, les gens allaient lui poser des questions. Les journalistes allaient lui poser des questions très convaincantes. Qu'est-ce qui a été... Et là, face à face, il allait répondre. Maintenant, lorsqu'il n'y a pas de conférence de presse, comment est-ce que les gens... Nous serons toujours en supputation. Justement. Pour dire qu'il est en train de favoriser. Alors qu'on pouvait éviter tout cela. J'ai trouvé les mêmes choses au niveau des dames. Lorsque Dame Tomiti Kayi a fait son choix... On devait lui donner on devait organiser une conférence de presse. Il faut, je dis que les choses semblent changer. Mais il faut aller à tous les niveaux, que ça ne soit pas seulement au niveau de l'équipe nationale, mais que ça soit à tous les niveaux, des équipes locales, pour que nous puissions savoir que désormais, lorsqu'on fait un choix, on doit défendre le choix qui a été fait. On doit rendre le choix légitime, crédible et légal. Il faut créer une légalité à cela. Lorsque le choix est accepté par tous par rapport à la défense, aux arguments de l'entraîneur, ça convainc. Ça convainc. Personne ne dirait que Jonas Komla est passé par l'ASK. Mais parce que c'est un débat houleux. Les gens ont voulu se déchirer sur les plateformes. Les gens se sont menacés. Puisqu'il y a certains qui cautionnent. Et bien que Jonas Komla vient de l'ASK, c'est pourquoi il a choisi. Et que même les joueurs, il y a un grand nombre de joueurs de l'ASK qui ont été choisis, qui ont été privilégiés dans cette affaire. Peut-être qu'il y a un lobbying qui se fait ou des ristournes. Voilà. Les gens se sont même dit que, eh bien, moi, on veut vendre ces joueurs-là. C'est pourquoi on crée l'occasion, faisant le larron, pour que ce soit ces joueurs. Moi, j'ai eu à proposer à des gens de ce staff-là, un joueur de l'équipe nationale, un joueur qui est au Brésil, à Sao Paulo, je donne son nom, Tchakpana Hervé, qui a fait avec Chanile Tchakala. Avant de quitter, il est au Brésil, il est en deuxième division. Il est un défenseur central, il fait 1m87. Vous comprenez?
Il est défenseur central et il est milieu défensif et un peu offensif. J'ai proposé cette vidéo, j'ai proposé beaucoup de personnes, j'ai proposé ça à des gens. Des gens m'ont dit, bon, qu'ils ont transmis. Lorsque nous avons fait remonter l'information, rien n'a été, ça a été taché. Et on amène certains joueurs qui n'ont pas la carrure de ce jeune-là. Vous voyez la vélocité de ce jeune-là que le Brésil a tant courtisé en temps pour qu'il change de nationalité. Et figurez-vous qui entraîne ce jeu. L'ancien entraîneur de l'équipe nationale des éperviers, Dumas, il s'appelle quelque chose comme ça. C'est lui qui entraîne le jeune au niveau de Sao Paulo. J'entends qu'on lui a trouvé actuellement un club au niveau du Portugal et il va aller. Il parle très bien le portugais. Donc voilà, c'est ça qui m'a amené à réfléchir un peu pour dire que ces gens-là, donc peut-être les gens ont raison qu'il y a un lobbying derrière un certain nombre de joueurs qu'on veut faire pour les voir peut-être être mutés vers le Rafia, vers aujourd'hui c'est Vita Club de Kinshasa qui joue et peut-être pourquoi pas à d'autres équipes également. C'est une bonne chose pour le Togo. Mais faisons les choix de manière à ce que personne ne sente que eh bien, certains sont lésés. Va-t-on dire aujourd'hui qu'au niveau de Lomé, au niveau de qui a aucun goal qui soit percutant au niveau du méridional pour être convoqué. C'est pourquoi je dis, lorsqu'on est en stage, il faut convoquer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que c'est le commerce. Le commerce n'a rien à foutre avec ça. J'ai entendu certains croire que Chris Daké n'a rien à foutre avec cette affaire-là. L'entraîneur fait son choix qu'il soumet à la fédération qui publie. La fédération publie. Le secrétaire général ne fait que valider. Ils n'ont rien à dire. Ils n'ont fait que valider ce que le choix de l'entraîneur. Maintenant, il faut soumettre l'entraîneur. C'est pourquoi je voudrais demander, je ne sais pas si c'est Steve Lavon qui est toujours le chargé de com de l'équipe A'. Si c'est lui, il va falloir que, tel qu'ils font déjà le pas, ensemble avec le secrétariat général et le commerce, il va falloir faire le même pas pour qu'il y ait une conférence de presse, pour que les supputations, les insultes de gauche à droite, les joueurs, les journalistes qui s'entre-déchirent par des menaces. J'ai vu certaines choses. Non, c'est ça. Les menaces sont très dures. Par exemple, aux journalistes du Nord et certains du Sud, ça ne colle pas. On aura l'occasion de scruter davantage dans ce dossier-là. Et ça, là, nous n'avons abordé que la défense. On aura le temps, puisque c'est la première séance de regroupement. Il faut le dire, il faut le rappeler, c'est la première séance de regroupement, de préparatifs donc pour ces joueurs. Ils ont match après-demain, mercredi, donc contre le Dynamique Togolais. Ils ont match contre le Dynamique Togolais mercredi. Et donc ça sera peut-être la fin de la première séance et c'est après donc qu'ils vont continuer, ils vont retrouver leur club. On va profiter en même temps pour parler du championnat national de football, première division et deuxième division, puisque juste derrière, ces joueurs vont retrouver leur club pour la phase retour, la deuxième donc manche de ce championnat saison 2021-2022. On va aller du côté de la régie, le temps pour nous donc de marquer une courte position. On va suivre ce petit document qui nous rappelle la 7e journée qui a marqué la fin de la phase aller juste derrière. On revient pour la suite du débat. C'est un match déséquilibré qui s'est disputé ce mercredi 5 janvier au stade de Kégué pour le compte de la 7e et dernière journée de la phase aller du championnat national de football de première division saison 2021-2022. En rouge sur les images, le Dynamique Togolais, leader de la zone sud, est allé sans pitié pour Kotoko de Lavier, ligne rouge au classement. 7 minutes ont suffi à la bande Bawabako d'ouvrir la marque sur cette frappe de Songhai Jean-Paul. Un quart d'heure de jeu et le Dynamique Togolais s'offre un pénalty transformé par Ouro Wechire Moutalebi pour le 2-0. À la 22e minute, un coup franc du Dynamique Togolais permet à Yéré Justin de s'inscrire sur la liste des buteurs. 3 buts à 0, score à la pause. Du retour des vestiaires, les Porcs épiques ont semblé se venger en réduisant le score à la 61e minute par Ouro Salim Fischer. Mais les robots rouges n'ont pas encore dit leur dernier mot. À 2 minutes de la fin du temps réglementaire,
Dito signe un dernier but et porte le score à 4-1. Ça a été un peu facile, surtout le début du match. Et un bon début de match, ça fait qu'ils ont pris confiance. Et je pense que c'est ce qu'il fallait pour ce match-là. Gagner, même pas s'il n'y a pas la manière. Pour ce match, vraiment, on s'est vraiment préparé parce qu'on a fait une série de matchs nuls où on pouvait prendre l'avance largement. Et ça a quand même sidéré tout le monde, mais il fallait quand même finir en beauté cette année. Dans le camp des Porcs épiques, on fustige l'arbitrage. On a perdu notre première mi-temps et la deuxième mi-temps était jouable. Regardez l'arbitrage aussi. Nous-mêmes, on sait qu'on est de rien. Mais perdre le match de cette manière avec penalty qu'il a sifflé. Maintenant, l'orgie, troisième but, c'est pas un but. Donc, vous voyez, donc, tout ça avec l'arbitrage, les joueurs se sont découragés. Déjà mardi, l'AS Bina avait dérouté les guerriers de Tchaoudjo 3-0. Mercredi, outre le match Dito Kotoko, Gomido a épinglé Bolo sous 1-0. Asko a battu Kakadl 2-0. Ifodje s'est incliné devant Asko 0-1. Jeudi, l'AS Togoport est allé dominer Ange 2-1. L'AS OTR perd 0-1 devant Entente 2 et Unisport l'emporte 2-1 face à Sara FC. Au classement général, à l'issue de ce 7e et dernier acte de la phase aller, Dito est leader dans la zone sud avec 13 points, suivi de l'AS Togoport 12 points, même point pour Entente 2 et Gomido classé 3e et 4e. Kotoko est dernier avec 2 points. Dans la zone nord, Asko est leader avec 19 points, ASK deuxième avec 15 points, Ifodje est dernier avec 2 points. C'était la 7e et dernière journée donc de la manche aller du championnat national de football de première division saison 2021-2022. Et donc nous avons essayé de tendre également notre micro à certains confrères qui se sont prononcés donc sur les matchs qui ont été disputés du moins pour la zone sud, puisque également c'est le problème qui se pose actuellement puisque le championnat se dispute en 2 zones. Difficile donc pour certains comme nous de pouvoir donc vivre les matchs ou regarder un peu tous les clubs dans leur jeu. En tout cas, ces confrères ont essayé d'analyser un tant soit peu ce qu'ils ont pu remarquer, ce qu'ils ont vu sur cette première manche. On les écoute et derrière, on revient pour la suite du débat. Je crois féliciter le fait que la fédération continue de pérenniser, on pourra dire, le déroulement des championnats nationaux de football. Ça permet toujours à ces athlètes-là ou ces footballeurs d'avoir de la matière, histoire de s'aguerrir et d'avoir suffisamment d'expérience. En ce qui concerne le jeu produit, je pense qu'il est bas, pour ne même pas dire très bas. Dans le match ou dans certains matchs, vous ne voyez pas de spectacle. Le jeu sur le plan tactique laisse à désirer. Les attaquants face à des buts vides n'arrivent pas à concrétiser. C'est compliqué parce que je me dis que d'abord, certes, la Covid est passée par là, mais au même moment, je me demande est-ce que les joueurs eux-mêmes travaillent foncièrement? C'est vrai, l'habitude, il y a des travaux que l'on fait avec les entraîneurs lors des séances, mais individuellement, est-ce que les joueurs travaillent? Parce que je pense que c'est les individualités aussi fortes sur le terrain, prises ensemble, ça permettra au championnat d'avoir un certain niveau. Je n'ai vu que les matchs dans la poule A. Je ne sais pas ce qui se passe au niveau de la zone nord, même si globalement, il y a 2 équipes qui se détachent comme l'ASCO et ASK. Mais au sud, je me dis qu'il y a encore beaucoup à faire. L'AS OTR, je suis quand même surpris par la production du jeu. J'ai l'impression que les joueurs ne s'y donnent pas à fond, malgré le fait que l'entraîneur mise souvent sur les joueurs travailleurs à l'entraînement, ceux qui sont vraiment, on pourra dire, très volontaires dans la façon de respecter les schémas de jeu. L'AS OTR, sa position m'inquiète. Maintenant, vous prenez l'AS Togoport, certes techniquement, les joueurs pris individuellement
je pense, sont au-dessus, mais c'est le collectif qui n'est pas au rendez-vous du côté de cette équipe de l'AS Togoport. Vous prenez l'entente 2, ça joue également très bien, mais devant, ça ne marque pas assez de buts. Vous prenez Gomido de Palimé, c'est sur un courant alternatif. Un jour, on gagne, un autre jour, c'est une suite de matchs nuls. Donc, de façon globale, toutes les équipes, pour moi, doivent encore foncièrement travailler. Et j'insiste là-dessus, la qualité du championnat dépendra de la qualité du travail des entraîneurs et de la qualité du travail des joueurs sur le terrain. Parce que lorsqu'on paye un ticket pour venir voir un match, non seulement certes on veut voir des buts, mais on veut également voir du spectacle, puisque le football rime au jeu. Mais pour cette phase aller, je reste vraiment sur ma soif. J'espère que la phase retour, ils auront le temps de travailler. Peut-être on aura une autre figure des matchs qu'on va nous proposer lors des journées de championnat. Il y a un retour des spectateurs au terrain. Et ça, c'est à l'actif de la Fédération de football qui s'est battue. Et cette connivence nous permet aujourd'hui d'avoir au moins un peu de spectacle par rapport à ce que nous avons vu l'année dernière. Cette année, c'est vrai que la compétition a été un peu poussive. On a vu des équipes qui n'ont pas été très constantes au fil des journées. Quand on prend par exemple l'AS OTR, sur laquelle beaucoup comptaient vraiment, qui a fait un début, je dirais, calamiteux à Palimé contre Cantacor de Lavier. Là déjà, on a senti une forme de renouvellement qui semble naître, mais au fil des journées, on a senti que cette équipe a commencé malheureusement par dégringoler. On a vu d'autres équipes qui sont parties un peu en crescendo, comme l'Astrogoport. Même si elle ne produit pas assez de jeux, elle arrive quand même à tenir le score. On a vu également Gomido qui est reparti après la débâcle contre le Dynamique Togolais. Et cette équipe du Dynamique Togolais qui, franchement, a du répondant. Et elle a, on dirait tout simplement, la possibilité de faire face à toutes les adversités. Quand on prend dans le Nord, quand on prend par exemple les équipes du Nord, on a tendance à croire que quand on prend ACK, on prend ASCO, on prend Kakadl, ils sont dirigés par des gens, je ne dirais pas opulents, mais c'est des gens qui ont des plans. Qui ont de la politique, qui ont quand même un plan d'action qui permettent à leur équipe d'évoluer. Il y a Asbina également qui est rentré dans le jeu avec de très belles prestations. Maintenant, dire que les moyens ont suffi pour faire exactement ce que les équipes voudraient, je ne le dirais pas assez, parce que l'argent, dit-on, est le nerf de la guerre. Mais il faut quand même des sources de revenus. Parce que malheureusement au Togo, les clubs, même identitaires, sont à la charge d'une personne, d'un mécène, qui lui seul décide si les moyens sont là ou s'ils ne sont pas. C'est lui seul qui décide. Il va falloir qu'on transforme un peu nos clubs en société. Vous voyez à peu près, donc avec des actions. Quand vous avez une action, les gens achètent des actions et qu'on constitue autour de l'équipe des potentialités de revenus qui puissent permettre aux équipes d'aller, de se ressourcer financièrement. Deux zones, ça ne montre pas la vraie face du championnat. Et avoir 13 points et être en tête des championnats pour cette journée, je pense que c'est très faible. Parce qu'actuellement, les gens doivent aller déjà vers les 18, maximum 18-21. Et là, on a l'avance. Bon, maintenant, on a à 13 points. Je pense que c'est un peu faible. Ça veut dire que par match, il y a 7 matchs, ça veut dire qu'un but par match. Et puis une victoire, et puis on se place devant. Bon. Je pense qu'il faudrait revoir la façon de travailler pour que ça soit plus plaisant. Cette fois, on va quand même pallier aux lacunes. On a des petits problèmes de garder le ballon un peu longtemps et de jouer sur nos forces. Et il faudrait développer ça pour qu'on puisse faire une très très bonne équipe.
Donc, les différentes réactions que vous avez suivies, d'abord, Angelo Folikwe, si je peux me résumer sur ce qu'il a dit, le fond de jeu, le collectif et l'individualité, ce qui a beaucoup manqué donc sur ces matchs qui ont été observés dans la zone A. S'en est suivi donc Prosper, l'Allemand Prosper Agboklou, que vous avez écouté également, qui s'est prononcé sur le financement. Il faut transformer les clubs en société pour véritablement relever le niveau du championnat. Et enfin, nous avons écouté l'entraîneur du Dynamique togolais, Bawa Bako, qui était donc en train de toucher du doigt les points qu'il doit relever pour repartir. Nous l'avons dit certainement qu'au cours de cette semaine, ce sera donc la reprise de la manche retour pour la fin de ce championnat 2021-2022. Nous avons passé la première manche. Oui, non, mais la première manche vient d'être passée. Et quand vous voyez le premier au niveau du sud, il a le même poids que le troisième au niveau du nord. Au niveau du nord. Et le troisième au niveau du nord, qui se trouve être l'AS Bina. Voilà. N'eût été les 3 points qui ont été retirés au niveau de l'AS Bina pour... l'AS Bina devait avoir 16 points au même titre que ASCO. ASCO premier, l'AS Bina deuxième, ASK troisième. Donc vous voyez qu'au niveau du Nord, il y a eu assez de buts qui ont été marqués. En première, deuxième journée, troisième, il y a eu des problèmes. Mais à partir de la 4e journée, allez, les gars ont commencé par foncer. Et quels que soient les cas, si vous voyez même en dernière journée, où vous voyez Tito atomisé, Kotoko 4-1, balayé, charcuté. Mais là, on a écouté quand même l'entraîneur adjoint de Kotoko qui quand même fustigeait le sifflet. Qui fustigeait le sifflet. J'ai fait mes observations tantôt pour le CAN, la CAN, et j'ai dit après que l'arbitre est le seul maître du jeu. À voir la façon dont en un instant, en un temps record, voilà un arbitre qui a la VAR avec lui, une vidéo assistance, mais qui difficilement, bon, et voilà quelqu'un qui n'en a pas, mais à côté qui s'efforce, je crois, il y a un effort qui est en train d'être fait, on évolue chaque fois, et puis il faut connaître les lois du jeu. Voilà. C'est qu'on dit avoir dans le staff un bon secrétaire général qui sait interpréter, avoir un bon entraîneur même. Les entraîneurs diplômés, nous disons pas. Avoir même un arbitre pour le club. Pour simuler les choses à l'entraînement avec les supporters pour savoir que telle action. Donc, par rapport à tout ce que nous venons, la première phase vient de passer. La deuxième va commencer, je crois, à partir du 22, si ma mémoire est bonne. Donc, nous aurons un championnat qui va aller... des efforts sont faits. Maintenant, il va falloir que le gouvernement s'y mette pécuniairement pour assister, n'est-ce pas, à ces équipes-là. Comme Prosper l'a dit, aujourd'hui, lorsque l'équipe revient à la charge d'une seule personne, ça crée tous les problèmes possibles. Tous les problèmes possibles. Donc, il faut aller à être une association, une société. Comme ça, les gens vont... Lorsqu'on vous dit à Unisport que des supporters ont brandi des menaces pour que nous étudiants s'en aillent, il faut qu'ils cotisent. Il faut qu'ils cotisent, que ça ne soit plus à la charge d'une seule personne. Il faut qu'à tous les niveaux, qu'il y ait des supporters, qui aient leur carte, qui donnent des cotisations mensuellement. Et là, ils vont voir, on va voir réellement si tout le monde est supporter. Donc, moi, je félicite ce qui a été fait. Malheureusement, qu'au niveau de Ifodje et de Kotoko de Lavier, qui se trouvent les deux être des équipes de la région des plateaux, vous prenez de Lomé en allant à Takpamé, c'est Ifodje qui est là. Vous quittez Palimé pour aller à Takpamé, c'est Kotoko qui est sur la route. C'est là où je vois les deux équipes en train de peiner. Je demande à Dame Kugan de prendre ses bâtons de pèlerin et de savoir, par un rapport des coachs du collège qu'ils ont mis sur pied pour savoir ce qui se passe. Monsieur Amitodi vous a donné une équipe en première division, l'équipe est en train de sombrer. Et jusqu'à présent, vous n'avez que 2 points. Il faut se lever, réveiller pour dire qu'est-ce qui se passe. Et en son sein, vous voyez qu'il y a le ministre de la communication, il y a le président du comité national olympique qui sont des membres actifs, membres du bureau exécutif de Madame Kugan. Les choses ne devaient pas aller comme ça. Il faut aller très vite. Vous prenez Kotoko qui souffre depuis le départ de son ancien président. Kotoko souffre jusqu'à présent. Là, il y a matière à réfléchir, mais il revient au natif
de la localité de prendre en charge l'équipe. Mais là, il faut après cette journée totalisée 2 points, c'est déjà consommé. Ça sera difficile de revenir. Hein. Bon, ils vont plier, puisque quand vous voyez le second qui a 5 points, celui qui est avant la zone rouge l'autre qui a 7 points, ça veut dire qu'on peut aussi prier, comme les gens disent qu'il y a Dieu des sports, qui est là. Qui voit un peu les choses se passer. Donc je crois que on verra très bien. Je revenais justement au calendrier. Si nous prenons la zone A par exemple, si nous prenons la zone A, Dito est en tête avec les 13 points. Et donc si Kotoko est au bas du classement avec 2 points, Ange est 7e avec 6 points et OTR est en tête de Ange avec 7 points. Oui, donc, non mais si aujourd'hui consécutivement il gagne 4 matchs. Si Kotoko gagne 4 matchs, ce qui est quasi... Attention, c'est le sport, c'est le jeu. Ce qui est quasi, non, Kotoko pose les jeux, mais n'arrive pas à voir. C'est ce que Angelo Folique a eu à dire, qu'il pose la balle, mais n'arrive pas à percuter. C'est le seul problème que je trouve. Alors voilà donc là où on va devoir s'arrêter aujourd'hui. Vous l'avez dit, donc la manche retour va reprendre après donc quelques jours, probablement à partir du 20, 21 ou 22. Oui. Probablement la manche retour. Donc on aura l'occasion de voir un peu dans les états-majors ce qui est en train d'être fait. La trêve, est-ce que ça a servi à recruter les joueurs? On verra bien. Que ça a servi à renvoyer les entraîneurs? on aura le temps d'analyser tout ça là, de scruter tout ça là et revenir pour vous servir, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, chers téléspectatrices. On s'arrête donc ici pour aujourd'hui. La rediffusion de cette émission, c'est jeudi à 11h sur votre chaîne de proximité, la télévision deuxième. Mais retrouvez l'intégralité de l'émission sur notre page Facebook pour les internautes. Merci à toute l'équipe qui a accompagné pour la réalisation et la diffusion. À très bientôt, à la semaine prochaine. Francis Melovo. Ce serait pas la